On est en direct. Sur la bande FM, elle m'a conquis. Pyramide. Vous écoutez Pyramide FM. Canal Plus vous donne l'heure. Il est 12h. Le week-end, c'est toujours chaud sur Pyramide FM. Sport en direct, DJ en live et invité politique. 105.5 FM. C'est ici que ça se passe. Des 12 de Pierrot à Tchoué sur 105.5. C'est dimanche 4 juin 2023. Bonjour à tous et merci de la fidélité sans cesse renouvelée à ce rendez-vous dominical. Il s'adresse aux vivants, mais il réserve parfois de grandes places aux morts, puisque le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. C'est ce que disait le poète et dramaturge français Jean Cocteau, puisque les cœurs des Togolais sont sans aucun doute si grands. Chaque mort ou disparu y trouvera sa place. Un peu comme les morts de Lundi d'il y a 16 ans, ou plus proche de nous, celle du président de la Cour constitutionnelle. Aboudou Assouma a rejoint ses ancêtres, mais il connaît, comme presque tous les Togolais, la tragique histoire des 13 Togolais morts calcinés dans un crash d'hélicoptère le dimanche 3 juin 2007 à l'aéroport international de Sierra Leone. Le Togo venait de gagner un important match des éliminatoires de la CAN 2008. Hier, le pays s'est rappelé cette triste journée. Aujourd'hui, nous en parlons. Demain, le Togo va se rappeler un autre nom, Aboudou Assouma. Le président de la Cour constitutionnelle sera au cœur d'une cérémonie officielle d'hommage à Lomé. Ce sera l'heure des discours, témoignages et autres raisons funèbres. Et beaucoup de Togolais écriront de nouveau repose en paix et que tes œuvres t'accompagnent. Quelles ont été justement ces œuvres qui vont accompagner celui que certains adulent et que d'autres pourfendent? Politiquement, quels auront été ses apports, puis ses rapports avec le processus démocratique dans le pays? Révélé au Togolais depuis les premières heures de la démocratie, l'ancien vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme devrait déjà croiser, si les mots se rencontrent, son ancien président, Maître Yanvi Aboibo, dont il saluait récemment la mémoire au cours d'un colloque international à Lomé. Puisqu'ils sont en train, un à un, de tourner le dos à la scène, ont-ils suffisamment bien entraîné les acteurs à venir? Ne joue pas sur la scène politique qui veut les vétérans des années 90 ont diversement laissé le nom. Ceux des années présentes se monteront-ils à la hauteur? Au cas où, encore à l'UFC, les disciples d'hier sont en train de perdre toute notion de discipline. C'est désormais le temps des petites tensions. Pas comme à Dakar ou à Ziguinchor, le temple de la démocratie africaine est en train de brûler. Les pyromanes sont connus. Est-ce vraiment du Sénégal, de Léopold Sédar Senghor et d'Abdou Diouf que viennent ces images de violence entre forces de l'ordre et manifestants, d'édifices en feu ou encore de maisons vandalisées? Ne doit-on pas enfin se demander s'il existe réellement des démocrates nés et qui ont toujours cru en la démocratie, comme Macky Sall, qui se sont battus toute leur vie pour une plus grande ouverture sur le continent? N'existe-t-il pas une vie après le pouvoir, comme celle que Muhammadu Buhari a décidé d'entamer au Nigeria? Avec nous ce midi, l'ancien ministre Jean Degli, avocat au barreau du Togo et président de Bâti le Togo. Les contacts du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Mise en onde, Boga, Koudoyor. Maître Jean Degli, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Pyramide FM. Ça fait un bail, une belle lurette. À quoi est dû ce silence? Je pense, si je voudrais parler de mon silence, que lorsque l'on parle, il y a un moment où il faut savoir garder le silence pour réfléchir et pour voir éventuellement l'effet de la parole ou des mots qui ont été émis. Et puis, après le silence, revient encore la parole.
La mienne s'inscrit dans ce sens-là. J'ai beaucoup parlé durant des années. Et malheureusement, je n'ai pas l'impression que beaucoup d'effets, en tout cas beaucoup de conséquences positives sont arrivées. Et à un moment donné, j'ai décidé de faire un peu silence. Voilà. Vous avez été entamé moralement peut-être par le fait que ce que vous aviez prêché n'ait pas trouvé écho? Pas entamé moralement, mais quelquefois touché parce que beaucoup de choses que nous avons préconisées, que nous avons demandées, proposées, et finalement, les gens les ont rejetées quelquefois en bloc. Et puis, c'est à ça qu'on est arrivé. Par exemple, quand je me rappelle qu'avant les élections de 2015, on avait tout fait pour trouver un accord pour que le président de la République puisse faire juste 2 mandats et ne plus en faire plus, et qu'on nous a dit d'un côté de l'opposition que non, c'est nous qui voulions donner un mandat au chef de l'État, Faure Gnassingbé, alors que personne n'était en mesure de l'empêcher de faire ce mandat. Et finalement, ce que nous voulions éviter, justement, en faisant des propositions, jusqu'à ce qu'il y ait même une proposition de loi à l'Assemblée qui avait commencé à être discutée avant que certaines personnes ne torpillent ce processus. Finalement, c'est à cela que nous sommes arrivés. Et aujourd'hui, la route est complètement balisée, totalement ouverte. Le président de la République a fait ses mandats qu'on nous disait de vouloir lui donner. Il les a déjà fait. Il en a fait d'autres et nous continuons. Alors, quand vous voyez tout ça, vous faites des propositions et les gens préfèrent s'attaquer à votre personne que de voir objectivement ce qui est dans la proposition et de choisir ce qui est bon pour ce pays. À un moment donné, vous vous posez des questions. C'est vrai, il y a des déceptions, mais je me suis posé la question si parler ne doit pas servir à quelque chose, et si parler, c'est parler pour parler, ce n'est pas la peine de parler. Si je parle, je pense que au commencement, il y a le verbe, mais le verbe doit être suivi d'un certain effet. Voilà les raisons pour lesquelles, depuis un certain temps, je suis un peu silencieux. Je parle autrement, c'est-à-dire je parle par mon silence et je parle par d'autres voix, puisque dans ce silence-là, je n'hésite pas, par exemple, à écrire souvent aux dirigeants de notre pays pour attirer leur attention sur ce qui va et ce qui ne va pas, et demander qu'il y ait des corrections. Et là-dessus, quelquefois, j'ai des résultats qui me permettent de croire qu'on peut peut-être faire autrement aussi. Vous parlez de silence, c'est vrai aussi qu'au-delà de votre personne, un certain nombre d'acteurs ont également opté pour ce silence-là, mais ce faisant, est-ce que cela ne joue pas contre le débat démocratique? Si tout le monde se décidait de se taire dans le pays, finalement, notre démocratie, elle devient quoi? Oui, ce que vous dites est vrai. Mais vous savez, lorsque vous êtes dans un environnement où certains croient que d'autres n'ont pas droit à la parole et que c'est eux qui détiennent la vérité infuse, la vérité immanente, la vérité biblique, à un moment donné, il faut les laisser. Et je crois que j'ai laissé un peu de temps et j'ai vu ceux qui pensaient être les détenteurs de la vérité immanente. J'ai vu, ils en sont arrivés. Certains se sont bel et bien cassé la figure au moment où moi je ne parlais plus. Et ça permet aussi à notre peuple de faire la distinction entre ceux qui, honnêtement et objectivement, proposent des choses dans l'intérêt général de ce pays et ceux qui ne voient le Togo qu'à travers le prisme de leur moi, de leur ego, de leur personne. Et je crois que c'est important. Tout le monde ne va pas se taire et nous n'allons pas nous taire éternellement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que le verbe au niveau de ma bouche ne s'exprime pas, mais le verbe au niveau de ma plume s'exprime toujours. Vous êtes là, c'est l'essentiel. J'espère que vous êtes là pour durer, pas forcément pour durer à Pyramide, puisqu'il y a plusieurs autres médias qui auraient bien aimé avoir de vos expertises, et notamment un sujet important en ce début d'émission, c'est cette saison des pluies que nous vivons avant d'entrer en studio. Il y a encore beaucoup de nuages dans le ciel de Lomé, il y a aussi beaucoup de soleil, ce qui
parfois peut amener vers la soirée à de nouvelles précipitations. Et cette situation, elle se répète chaque année. Et quand il y a cette saison des pluies, au lieu de dire après la pluie, c'est le beau temps, un certain nombre de Togolais paniquent carrément. Je ne sais pas si c'est également votre cas. Oui, c'était le cas dans mon quartier à Védi. Entre-temps, il y a eu une retenue d'eau qui a été construite et qui a soulagé les populations. Il se fait que un certain nombre d'éléments ne permettent pas, en tout cas n'ont pas permis jusque-là de résoudre définitivement ce problème. Il faut savoir que le sol de Lomé est assez profondément engorgé d'eau. Certaines zones, lorsqu'il pleut, le sol n'a pas le temps de complètement absorber l'eau que d'autres pluies viennent. Et donc, du coup, ça pose problème. Le gouvernement, chef d'État, avait essayé de trouver des solutions à un moment donné avec ces retenues qui n'existaient pas avant. Quand nous étions jeunes, c'était pire. Moi, je me rappelais, ma grand-mère vivait à Hanoukope, où j'étais chez elle, et ma tante était à Tikodi, où j'étais chez elle aussi, souvent pendant les vacances, et notre maison était tout le temps inondée. Entre-temps, des solutions ont été trouvées, mais je crois que le problème demeure à un certain niveau et qu'il faut essayer d'approfondir les solutions parce que certaines de ces retenues d'eau commencent aujourd'hui à souffrir, à être débordées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver de nouvelles solutions. Il ne faut pas seulement rester dans la critique, je crois qu'il faut proposer des solutions. En tout cas, nos gouvernants doivent essayer de trouver des solutions à ce problème-là qui fait que certains Togolais, dès que la pluie s'annonce, ont l'impression qu'ils sont finis, quoi. Il est important de réfléchir à d'autres solutions en dehors de ce qui a été déjà fait, de compléter ces solutions pour que définitivement un jour ce problème soit résorbé totalement. Quand vous parlez de solutions, quand vous évoquez le chef de l'État, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'est lui-même qui s'en vantait presque, puisqu'il parlait de ces inondations que le Togo est arrivé à maîtriser. Ces derniers jours, certains Togolais ont eu le malin plaisir de partager ces vidéos-là, sur lesquelles on pouvait voir clairement le chef de l'État dit que les inondations sont derrière nous. Visiblement, lui-même, je ne sais pas si on peut dire qu'il s'est trompé, mais en fait, dépassé là, puisque... Je crois que le problème est, comme je disais tout à l'heure, il y a des aléas, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas maîtriser définitivement à un instant T. Au moment où le chef de l'État était en train de faire, de mettre en place ces retenues d'eau, on avait pensé que cela serait suffisant pour définitivement régler le problème. Le temps passant, d'autres événements ont entraîné d'autres solutions. Et il ne faut pas négliger non plus le fait que dans notre pays, les gens s'installent un peu de façon anarchique dans certaines zones et qu'on ne fait pas l'analyse pour éviter aux populations de s'installer dans ces zones-là. Donc, je crois que la solution que le chef de l'État avait trouvée à l'époque a fait son temps. Elle a fait son œuvre. Elle a pu résoudre le problème à un temps T. Maintenant, nous sommes peut-être au temps T plus 10 et le problème revient. Qu'est-ce qu'il faut trouver de nouveau pour essayer de résoudre la difficulté supplémentaire? C'est ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas seulement au Togo. Dans les autres pays de la sous-région, on a les mêmes difficultés. Mais à chaque fois, il faut essayer de voir comment soulager les difficultés, comment soulager les populations, comment faire en sorte que le bien-être soit partagé partout. Ce n'est pas normal que quand il pleut, certaines populations ne puissent pas dormir, tandis que d'autres dorment tranquillement dans leur maison. Il faut faire en sorte qu'une solution générale soit trouvée. En tout cas, continuer de creuser, apporter encore quelque chose aujourd'hui, comme ce que le chef de l'État avait apporté, en tout cas avait trouvé comme solution à l'époque, remettre quelque chose aujourd'hui pour permettre que le problème soit définitivement réglé. Et comme on le dit, il faut remettre aujourd'hui l'ouvrage sur le métier pour que un pas supplémentaire soit encore. Quand on parle de ces bassins de rétention, certains disent carrément que ces bassins sont venus aggraver la situation. Parce qu'aujourd'hui, quand on constate que ces bassins sont constamment remplis, débordés, et que cela empêche un certain nombre de voies d'être pratiquées. Et certains pensent que ce n'était pas ça la solution, ou que cette solution-là n'avait pas été suffisamment bien réfléchie.
Je suis revenu au Togo définitivement depuis 2012. Et je n'ai pas vu toutes les années les bassins de rétention être remplis et débordés. Je crois que bassin de rétention débordé, c'est essentiellement ces derniers temps et notamment cette année en particulier. Donc on ne peut pas généraliser à partir de quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Les bassins de rétention ont constitué et continuent de constituer des solutions à certains endroits. À certains endroits, ces bassins de rétention n'ont pas pu donner de satisfaction, en tout cas de satisfaction totale, et il faut penser peut-être à les améliorer ou à faire autre chose. Mais jeter le bébé avec l'eau de bain, je ne crois pas que c'est ça la solution. C'est clair que quand on évoque ces inondations ou que quand on évoque des inondations de façon beaucoup plus globale, en Afrique de l'Ouest et un peu partout en Afrique et dans le monde, on pointe du doigt le dérèglement climatique et on sait qu'il y a quelques jours, le Togo a célébré la journée de l'arbre. Je ne sais pas si vous avez observé cette tradition-là qui a cours au Togo depuis 1977. Vous avez planté un arbre? J'en plante toujours. J'en ai planté dans ma maison à Palimé parce qu'à Lomé, c'est plein déjà. Donc dans ma maison à Palimé, j'en ai planté. Je le fais le plus souvent que possible. Et dans mon quartier, le chef quartier et la population l'ont fait aussi. 1er juin. J'étais à l'audience du tribunal de Palimé et j'ai profité pour honorer cela. C'est un geste louable, un geste noble que de planter un arbre, mais au-delà, il faut entretenir ces arbres et puis aussi d'avoir des gestes forts vis-à-vis de notre environnement. Mais force est de constater aussi que nous avons des actes inciviques qui sont portés notamment contre notre environnement. Quand on constate qu'aujourd'hui, un certain nombre de Togolais ne continuent pas à jeter les eaux usagées ou les eaux usées, n'importe comment, notamment dans les rues, que n'importe qui peut jeter les sachets plastiques n'importe où, notamment dans les rues. Comment arriver à éduquer plus efficacement les Togolais à adopter les attitudes qu'on constate par exemple au Rwanda, la capitale Kigali très propre, ou encore au Ghana, au centre-ville, vous ne pouvez pas quand même jeter n'importe comment un déchet. Je crois que cet élément est très important. D'abord, permettez-moi de parler de quelque chose que je trouve extrêmement dangereux. Nous n'avons pas beaucoup d'arbres au Togo. Malheureusement, il y a une exploitation exagérée de notre flore qui n'est pas accompagnée d'une politique pour régénérer cette flore-là. Il s'est installé depuis un certain temps des sociétés étrangères surtout. Je ne veux pas indexer des gens, mais dans laquelle il y a beaucoup de sociétés de l'Asie, d'Asiatiques, Indiens, Chinois, qui se sont installés et qui exploitent de façon exponentielle les arbres, les forêts au Togo. Je crois qu'il faut que le gouvernement trouve une solution à cette situation. Le Togo n'a pas déjà une flore assez fournie, et si on peut se permettre d'exploiter nos forêts de cette manière-là, je crois qu'à moyen terme, nous aurons énormément de difficultés. Revenons-en maintenant au problème des déchets plastiques et autres, des ordures qu'on jette un peu partout. C'est un problème, c'est un grave problème. Et lorsqu'on parle des inondations, il faut parler de ça aussi. Lorsque les caniveaux ne permettent pas que les eaux de pluie puissent circuler, lorsque les caniveaux sont bouchés, mais nécessairement, l'environnement immédiat de ces caniveaux va être inondé quand il y aura des pluies et quand il y aura notamment des pluies abondantes. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le président de la République a fait construire un certain nombre de voies à Palimé dernièrement, action à laquelle nous nous sommes profondément associés puisque nous lui avons formulé des demandes en ce sens, lorsque les voies ont été tracées, bâtir le Togo, moi-même, avons été les premiers à aller à Palimé, sensibiliser les populations. Parce que lorsque le chef de l'État est venu en octobre et qu'il fallait vérifier l'état des routes, on a constaté que les routes qui venaient d'être faites, les caniveaux étaient déjà remplis. Donc, j'ai dû aller prendre les chefs traditionnels, les chefs quartiers, et leur expliquer, organiser des séances pour que les 2 fois par mois ou 1 fois par mois, les samedis, nous puissions nous-mêmes nous rendre sur les voies, les arranger, dégager ces caniveaux-là pour permettre que la circulation de l'eau se fasse normalement. Et certains chefs quartiers ont dû faire des reproches à des marchands, à des commerçants qui, au bord de la route, permettaient ce genre de situation. Je crois
qu'il est important que nous trouvions des solutions pour éduquer les populations, et sérieusement. Et je crois que ça doit se faire sur les ondes, mais ça doit se faire aussi directement. Ça doit se faire sur les ondes et pas seulement sur notre radio nationale. Notre radio nationale, notre télévision nationale, je regrette, ne sont pas suivis par la plupart des Togolais. Donc pour faire ces genres d'émissions, ces sensibilisations, il faut qu'on vienne chez les radios qui sont écoutées par une bonne partie des populations comme vous, comme les Nana FM, comme, comment on l'appelle, j'ai oublié le nom des Canal FM et autres. Il faut qu'on aille sur toutes les radios, aussi bien, je dis bien aussi bien, les membres du gouvernement, notamment ceux qui sont du côté du pouvoir, que ceux qui ne sont pas du côté du pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition. Les associations et tout, on doit les mêler, on doit les impliquer pour faire ce travail. Et l'autre partie, qui est la partie la plus fondamentale, dédiée essentiellement au gouvernement, c'est d'éviter l'importation de ces déchets plastiques dans nos pays. C'est fondamental. Si nous ne le faisons pas, nous allons retrouver notre pays en lambeaux, détruit, l'environnement est toujours dégradé chez nous, et ça, ce n'est pas une bonne chose ni pour nous-mêmes, ni pour l'avenir. Quand on parlait d'environnement et de sensibilisation, je vous informe que depuis le 1er juin, c'est-à-dire le jour de l'arbre, notre radio a lancé un vaste programme de sensibilisation des Togolais sur des questions de l'environnement. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, nous l'avons commencé à Pyramide FM. Merci. Merci. Il faudrait aller encore plus loin. Et il faut permettre que sur les ondes nationales, et le pouvoir, et l'opposition, et la société civile puissent faire cette sensibilisation et qu'on l'organise pour permettre à vos radios de le faire, mais de le faire avec avec l'accompagnement du gouvernement aussi. C'est fondamental. Et on le fait sur les radios, mais on le fait aussi directement vis-à-vis des populations. Bien, merci. Voilà pour ce que nous pouvons dire là sur la saison des pluies et les implications que cela a très souvent dans notre pays. Mais demain sera un autre jour, nous serons lundi et nous entamerons une nouvelle semaine avec cet hommage officiel qui sera rendu au président de la Cour constitutionnelle. Vous avez été, maître Jean Yaovi Degli, parmi les premières personnes à accepter, témoigner suite à cette disparition. Et nous vous avons interviewé pour quelques minutes il y a quelques semaines, on a fait quelques jours dans nos différents journaux. Pourquoi est-ce que vous avez accepté si promptement? J'ai accepté parce que j'ai connu le président Abdou Assouma. Je l'ai connu procureur quand j'ai prêté serment comme avocat en 89. Ça ne me rajeunit pas, ça fait 34 ans. J'ai prêté serment comme avocat, c'est le 25 mai dernier d'ailleurs, ça faisait 34 ans. Je l'ai connu, et puis j'ai connu l'homme bien avant cela, parce que je l'ai connu en tant que facilitateur de la Commission nationale des droits de l'homme et vice-président de cette commission. Et lorsque, en 90-91, j'ai, avec des étudiants, lancé des mouvements pour qu'il y ait la démocratie au Togo, dans les négociations qui ont suivi, j'ai également connu le président Abdou Assouma, qui nous a facilité beaucoup de choses dans les discussions que nous avons eues avec le pouvoir, et notamment avec le général Yadema à l'époque. Je l'ai connu à cette période-là, qui était une période difficile pour le Togo. Et c'est un monsieur qui s'est, à son corps défendant, parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans l'entourage du général Yadema à l'époque qui ne voulaient pas entendre parler de ces choses-là, à son corps défendant, permis qu'un certain nombre d'évolutions ait lieu au Togo. Ça, je l'ai inscrit sur un rocher. Alors qu'on dise après que Abdou Assouma a commis des erreurs, a fait ceci, a fait cela, et qu'on ne soit pas d'accord avec lui, c'est un être humain. Acceptons qu'il puisse faire du bien, et qu'il puisse faire aussi des choses qui ne soient pas vraiment considérées comme du bien. Mais inscrivons ce que nous considérons comme mauvais sur du sable, et que le vent l'emporte définitivement. En tout cas, pour moi, les actes que Abdou Assouma avait posés dans les années 80 et 90 me permettent de le porter dans mon cœur comme quelqu'un qui a favorisé l'intérêt général des Togolais, même si Abdou Assouma et moi,
Et moi-même, personnellement, avons eu des problèmes au niveau du gouvernement. Et des gens m'ont demandé, mais oui, c'est lui qui a signalé à Adema à l'époque que vous avez dit qu'il est de mauvaise foi et vous avez fait un exil. Non, non, ce n'est pas ça. Un être humain, c'est un être humain. Pour faire du bien, il faut vraiment, vraiment, vraiment de la volonté. Il faut être très fort. Mais pour faire du mal, c'est très facile. Ce que Abdou Assouma a fait de bien, je préfère que cela soit gardé. On parlait de facilitateur au début des années 90. C'était quoi la facilité? C'est-à-dire, lorsque dans les années 90, au début des années 90, nous avons engagé un mouvement pour les libertés au Togo, liberté d'association, liberté de presse et autres, la démocratie, nous avons demandé l'amnistie pour tous les exilés, une amnistie générale, nous avons demandé le multipartisme et la démocratie, les droits de l'homme. Le régime du général Eyadema n'était pas du tout favorable. À un moment donné, avec le Front des associations pour le renouveau que nous avons créé avec Madi Yaovi Agboibo à la tête, nous avons engagé des négociations avec le pouvoir. C'était un bras de fer au départ et à partir d'un certain moment, le général Eyadema a accepté de négocier. Et quand nous avons commencé les négociations, il y avait des caciques du RPT, Rassemblement du peuple togolais, autour du général Eyadema, qui faisaient en sorte que le général, qui n'était pas quelqu'un, c'est un militaire, pas habitué à des histoires de démocratie, droits de l'homme, tout ça, surtout à cette époque où on parlait en Afrique de régime fort, à chaque fois qu'on arrivait à une certaine étape, il y avait blocage. Le général ne trouvait pas qu'il fallait franchir certains caps. Et quand on arrivait à ce niveau-là, Abdou Assouma, ayant réussi déjà avec Agboibo à convaincre Eyadema de la mise en place d'une commission nationale des droits de l'homme, ce qui était une première en Afrique à l'époque. Il y avait dans aucun pays africain une commission nationale des droits de l'homme en 87. Et cette commission nationale des droits de l'homme, c'est elle qui a permis de commencer à parler pour la première fois de protection des droits de l'homme au Togo et nous a beaucoup aidé pour ce qui va suivre. Donc en 90, 91, à chaque fois qu'on était dans une situation de blocage, on faisait intervenir Assouma, qui avait l'oreille attentive du général Eyadema, pour le convaincre sur le fait que ce que nous voulions, ce n'était ni la mort de l'un ni la mort de l'autre, ce n'était pas sa mort, ce n'était pas son humiliation, mais c'était pour l'intérêt général. Et il réussissait à parler avec le général. Le général ayant confiance en lui, il réussissait à faire déboucher un petit canal pour que nous puissions avancer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Vous parlez de Maître Yaovi Agboibo, vous évoquez Abdou Assouma. À cette époque, par exemple, on sait, Maître Yaovi Agboibo, il portait un certain nombre d'idéaux, notamment les questions de liberté. Mais Abdou Assouma, il était de quel côté? Il était RPT à cette époque? Abdou Assouma était du RPT, était le procureur de la République, il était un proche du général Eyadema. Mais je crois qu'il avait compris à l'époque que tout ce que l'on demandait, ça allait dans le sens de l'intérêt de ce pays. Et à ce titre-là, il a participé. Et d'ailleurs, les gens lui en ont voulu pour ça. Et lorsque l'on parle aujourd'hui du changement de Abdou Assouma, avec un certain nombre de comportements, même avec ce que lui et moi avons eu au niveau du gouvernement, je me dis peut-être que ces explications se trouvent là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Abdou Assouma avait aidé et que nous étions rentrés dans cette période de transition, eh bien, à un moment donné, les jeunes sont partis s'attaquer à ce monsieur, à sa maison. Ils ont cassé sa maison. Oh, deux thèses s'affrontent sur cet événement. Certains pensent que c'est les jeunes qui supportent l'opposition qui sont partis le faire, parce qu'il a été le procureur de la République qui a requis dans le procès Logo Doglo, avant le 5 octobre, le 21 septembre, qui a débouché sur le 5 octobre. D'autres pensent que c'est ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui autour du général Eyadema qui ont manipulé les jeunes pour aller lui régler des comptes. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Abdou Assouma avait eu sa maison détruite. C'était où la maison? Je ne connais pas exactement l'emplacement, je ne peux plus vous dire aujourd'hui. Les années sont passées. Il a eu sa maison détruite et il s'est retrouvé, un père de famille s'est retrouvé chez Eyadema à Lomé 2. C'est là-bas qu'il s'est retrouvé pendant des semaines, pendant des mois. Vous savez, un être humain, c'est un être humain. Hein. Pendant ce temps, qu'est-ce que ce monsieur va penser?
il aura l'impression qu'il a joué un rôle, peut-être qu'il s'est retourné contre lui, qu'il a donné quelque chose à des gens qui sont ingrats à son égard, et peut-être que cela a pu justifier certains changements. Je ne dis pas que c'est forcément cela, mais c'est mon analyse personnelle. Est-ce que par exemple, nous sommes des êtres humains. Oui, vous avez dit tantôt que vous avez eu ce qui est arrivé au niveau du gouvernement entre lui et vous personnellement. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, j'avais fait des analyses lors d'un conseil des ministres sur le comportement que certains éléments de l'armée avaient, notamment vis-à-vis de la transition. Aller casser des choses, aller à la radio pour faire des communiqués contre le gouvernement, et casser les urnes et tout ça. Et je crois que c'était le 3 juin 1992. Et j'avais dit que quand on voit cela, et qu'on voit que tous ces gens-là répondent au doigt et à l'œil au général Eyadema, la solution à laquelle, ou bien la conclusion à laquelle j'aboutissais, c'est que le général Eyadema est de mauvaise foi. En tant qu'organe de la transition, sa façon de faire et de nous dire chaque fois qu'il n'est pas au courant qu'il est de mauvaise foi et que je pense qu'il est fondamentalement de mauvaise foi. Et quand je l'ai dit, Abdou Assouma n'était pas d'accord. Il avait dit que non, que je ne devais pas traiter le président de la République de mauvaise foi. Il a quitté le gouvernement et il a rendu compte à Lomé 2. Et après, le général Eyadema a demandé qu'on me ramène mort ou vif. Il y a eu des réunions à l'état-major à Agoué avec les Biterewe et autres à l'époque pour qu'on me ramène mort ou vif. J'ai échappé à des attentats, notamment à Décon, et à un moment donné, j'ai dû démissionner et quitter le gouvernement. Et donc les gens me disent, mais en fait c'est lui qui a fait, parce que c'est lui qui est parti rapporter au général Eyadema. Il dit non, je ne prends pas les choses de cette façon. Peut-être c'est sa façon de manifester de la gratitude et de montrer à Eyadema que en fait tout ce qu'il a fait jusque-là, ce n'était pas contre lui. Je ne suis pas le genre de personne à ne tenir compte que de ce conflit, je dirais peut-être un peu personnel, pour juger un être humain. Abdou Assouma a fait des choses que je considère comme importantes, je les prends. Ce qui est intervenu entre lui et moi, je le mets de côté. Il était ministre donc dans le gouvernement de transition. Oui, il était chargé des forces armées. Il était chargé des forces armées. Ouais, ouais. Ministre de la Défense. Oui, oui, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des forces armées. Retournons un peu avant la conférence nationale. Vous avez dit qu'il était facilitateur, il était vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme. Que savez-vous de lui en tant que défenseur des droits de l'homme? Abdou Assouma a beaucoup aidé. Avec la Commission nationale des droits de l'homme, les centres de détention comme le centre qu'on a appelé Agombio ou Kazaboua, c'est Assouma en tant que procureur qui connaissait ces centres-là et qui y a mené Maître Agboibo pour faire les constats, faire les enquêtes, les rapports et obliger le général Eyadema à mettre fin au traitement de torture et autres que les gens avaient dans ces centres-là. Donc, ces actes-là que le monsieur a posés, on ne peut pas les considérer comme des actes négatifs. Et c'est des actes qui sont des actes humanistes. Et quand on juge quelqu'un, je crois que, à mon sens, il faut le prendre, remettre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais quand on prend un homme, il faut aussi reconnaître les bienfaits. Et je crois qu'il faut surtout insister sur les bienfaits. Assouma a fait tout un travail. Les prisons à Agboibo ne pouvaient pas, même en tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme, avec tout le pouvoir qu'on lui a donné, il ne pouvait pas aussi facilement les connaître et les intégrer. Les centres de détention cachés, et Abdou Assouma avait joué un rôle, surtout étant proche de Eyadema. Quand lui et Agboibo faisaient ce travail-là, les gens étaient beaucoup plus ouverts. Ceux qui sont, à l'époque, tout le monde était pratiquement du côté du général, tous les fonctionnaires, tous les militaires, tous les policiers. Quand Abdou Assouma se rendait à un endroit ou téléphonait pour dire que la Commission nationale des droits de l'homme doit faire ceci, c'était beaucoup plus facilement accepté que si c'était Yaovi Agboibo seul qui le faisait. Ces deux hommes ont joué sans doute d'importants rôles pour l'avènement du processus démocratique au Togo, notamment au niveau de la CNDH. Est-ce que c'est Agboibo qui aurait influencé Maître Abdou Assouma ou c'est cette époque-là qui a fait qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés à faire des défenses des droits de l'homme leur credo?
À mon avis, les deux se sont liés d'amitié un peu à un moment donné. Agboibo est avocat, Assouma a été substitut du procureur et puis ensuite procureur. Et je crois que les deux se sont connus, ont dû discuter. Et vous savez, Maître Agboibo est quelqu'un de, comme je dis, d'assez efficace et d'assez rusé. Quand il veut quelque chose, il aboutit toujours. Quoi qu'il a profité de l'amitié qui le liait avec Assouma pour amener Assouma à être son compagnon, je ne dirais pas son complice, dans cette volonté de faire en sorte que le Togo devienne une place forte de respect des droits de l'homme. Hélas, aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de choses, mais à l'époque, quand on parlait de Commission nationale des droits de l'homme, le Togo était vu comme, disons, une place forte pour faire triompher la cause des droits de l'homme en Afrique. On a vu Abdou Assouma, je ne sais pas si vous étiez à ce colloque international consacré à Maître Yahya Agboibo. Il a très bien parlé de Maître Yahya Agboibo. Je disais tantôt, dans mon introduction aussi, les mots se retrouvent. Sans doute que les deux allaient déjà se retrouver et parler du Togo. Si éventuellement c'est possible, que vont-ils commencer par dire du Togo qu'ils ont laissé? Je pense qu'ils vont se dire beaucoup de choses, aussi bien dans le positif comme dans le négatif. Aussi bien Yahya Agboibo que Abdou Assouma ont fait des choses très positives, mais également il y a un côté négatif. Et je suis persuadé que si les morts revenaient sur leurs actions, ils penseraient et ils auraient un regret pour ce qu'ils n'ont pas pu faire. Oui, justement, sur d'éventuels regrets, on sait que un certain nombre de Togolais n'ont connu Abdou Assouma que comme président de la Cour constitutionnelle et on lui reproche un certain nombre d'actes posés au niveau de cette institution-là. Vous l'avez suivi quand il a passé son temps là au niveau de la Cour constitutionnelle à soit valider ou invalider un certain nombre d'actes qui sont posés autour des processus électoraux? Oui, je l'ai suivi depuis 2007, quand j'étais encore en exil, et puis depuis mon retour définitif au Togo en 2012, je l'ai suivi. Mais quand les gens parlent d'Abdou Assouma, je me pose une question. Dans le pays qui est le nôtre, dans la configuration politique qui est la nôtre, combien de Togolais nommés à ce poste auraient pris des décisions contraires à la volonté du pouvoir en place? Je me pose une question. Combien de Togolais auraient eu le courage de poser des actes, de prendre des décisions qui aillent dans le sens contraire de ce que le pouvoir en place aurait souhaité avoir? Si on me cite des gens, je serais content de les voir. Et s'ils posaient des actes contraires à ce que le pouvoir aurait voulu avoir, il aurait passé combien de temps à son poste? Vous savez, c'est très facile de porter des critiques sur les actes des gens, mais il faut tenir compte de tout un environnement. Nous sommes dans un pays qui est malheureusement comme il est. Le courage, si vous ne faites pas attention, vous l'avez, vous serez applaudi aujourd'hui, vous en mourrez demain, ou alors vous ne l'avez pas du tout et vous suivez malheureusement une voie qui est négative. Sur le plan de son travail au niveau de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma a validé la plupart des actes qui concernent le pouvoir. Et je crois que celui qui l'a nommé ne l'a pas nommé pour qu'il invalide les actes qui concernent le pouvoir. Et il a été en mission, en quelque sorte, sur ce plan-là. Il a rempli sa mission. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut dire qu'il a manqué de courage, quelquefois, face, par exemple, à certaines évidences? Mais bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles on peut courageusement manifester que non, ce n'est pas ça. Mais bon, Abdou n'est pas courageux qui veut, hein, n'est pas audacieux qui veut. Abdou Assouma a choisi sa voie. Considérons que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il pouvait faire. Vous m'avez rapporté un jour, suite à une émission ici, et ça m'est resté, vous avez rapporté que juste après l'émission,
Abdou Assouma vous a appelé depuis Paris parce qu'on lui aurait rapporté que vous aviez dit un certain nombre de sujets concernant le processus togolais autour des années 90, comme vous l'avez fait un peu là. Et vous aviez surtout dit que cela témoigne de la qualité de l'émission et de l'audience que cette émission a. Mais ces derniers temps, je ne sais pas, là malheureusement on ne peut plus lui rapporter ce que vous êtes en train de dire de lui, mais quels ont été les derniers rapports éventuels que vous avez eus avec lui? Est-ce que vous vous êtes parlé ces derniers temps? Est-ce que vous êtes vus? Comment c'était? Je lui ai parlé en 2022. Oui, je me rappelle en 2022. Ça devait être en début d'année où il m'a appelé parce que j'étais avocat d'un de ses proches. Et la personne était partie lui dire et il m'a appelé. Et bon, il m'a dit, petit frère, bon, telle personne est venue me voir avec son dossier, il m'a dit que c'est toi qui es déçu, et je lui ai dit, en tout cas, tu es en de bonnes mains. Bon, et puis après, bon, on a rigolé un peu, mais il y a quelque chose, il y a une petite anecdote que lui et moi, on avait l'habitude, c'est une petite phrase. Quand on était avec le général Eyadema et que Abdou Assouma finissait par faire le travail, convaincre Eyadema, quand Eyadema allait nous dire que bon, il acceptait qu'on fasse ce qu'on est en train de demander, il disait toujours, nous sommes d'accord. Et quand Abdou Assouma et moi, on se voyait, la façon dont on s'appelait, c'est nous sommes d'accord. C'est une façon de nous rappeler cette époque-là de 90 où les choses apparaissaient très difficiles, mais où en même temps, on pouvait de temps en temps se permettre de rigoler un peu. Vous avez parlé de courage tantôt, nous en avions parlé, et puis, mais quelque part, est-ce qu'on peut parler aussi de zèle? Parce que si on se rappelle la dernière prestation ou l'investiture, à cette investiture-là, on a vu le président de la Cour constitutionnelle qui a par moments ironisé sur la posture d'une certaine église de Monseigneur Podro. Il a dit quelque part aussi que la loi sera appliquée à n'importe qui, quel que soit son âge. Beaucoup ont pensé qu'il visait là aussi Monseigneur Podro. N'est-ce pas un zèle? Non, je crois qu'il avait, à cette époque-là, il avait un peu exagéré. J'ai considéré que c'était un dérapage et j'avais trouvé ça un peu ridicule. Il faut dire la vérité. J'avais trouvé ça ridicule parce que je ne trouvais pas nécessaire qu'il fisse tout ce qu'il avait fait, qu'il puisse parler comme il a parlé. Il est président de la Cour constitutionnelle, il est dans son rôle, il n'a qu'à jouer son rôle et puis c'est fini. Bon, je crois que là, véritablement, comme vous le dites, c'était du zèle et c'était du zèle très mal placé. Vous le lui aurez dit si vous vous êtes vu? Ah, certainement. Ah, certainement, certainement. Vous me connaissez, hein? Moi je n'ai pas la langue dans la poche. Quand il s'agit de dire aux gens ce qui est bon, je leur dis. Quand il s'agit de leur dire ce qui est mauvais, je dis. J'applaudis souvent quand c'est bon pour m'ouvrir largement la porte de pouvoir vous dire que ce n'est pas bon quand le moment vient. Hein? C'est très important. Et comme je le dis souvent, je suis celui qui, lorsque le roi a tort, prend son cercueil sous les bras et va lui dire, Majesté, vous n'avez pas raison. Voilà. C'est courageux. Peut-être. Avec cette disparition, c'est donc un autre vétéran qui quitte la scène. Parce que quand on regarde un peu côté pouvoir, il y a eu pas très longtemps les disparitions de la Tchaba, de Péré ou encore de Charkondi Agba. Du côté de l'opposition également, aussi un certain nombre d'acteurs ont rejoint l'au-delà. On peut citer les deux anciens premiers ministres, Kodjo et Agbouibo. N'est-ce pas une page de notre histoire qui est en train de se tourner? Bien évidemment, bien évidemment. Les gens ont fait un parcours, ils ont marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire de ce pays, et puis à un moment donné, bon, ils tirent leur révérence. C'est une partie de l'histoire du Togo qui est en train de se tourner. Mais la seule chose que je regrette, c'est que le passage de tout ce monde-là, et malgré les actions qui ont été faites, nous ne sommes pas encore toujours sortis de l'auberge. Nous avons toujours les mêmes problèmes que ceux contre lesquels ces gens se sont souvent battus, ou ceux contre lesquels ils ont travaillé. Nous avons toujours les retards sur les domaines pour lesquels ils ont travaillé pour qu'on puisse avancer.
Est-ce que certaines de ces complicités que vous avez évoquées tantôt entre, par exemple, Maître Yovia Boibo et Abdou Assouma, est-ce que cette complicité-là, est-ce qu'elles ne vont pas manquer? Ou est-ce qu'elles ne manquent déjà à notre classe politique? Ou elle manque depuis un certain temps. Vous savez, on dit chez nous, pour prendre quelque chose entre les mains du bossu, il faut savoir lui caresser la bosse. Et pour caresser la bosse du bossu, quelquefois, il faut approcher quelqu'un qui est proche du bossu. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont un peu dans des zones... il y a toujours l'antagonisme. Et quand il n'y a pas l'antagonisme, en fait, c'est le double jeu. À l'époque, les gens étaient francs et sincères. Agboibo avait de très bonnes relations avec Yadema, mais ce qu'il voulait, il le voulait. Il est passé par Assouma, il a utilisé Assouma pour l'obtenir. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne veulent rien pour le pays, mais veulent essentiellement des choses pour eux-mêmes. Et ceux qui veulent quelque chose pour le pays n'ont pas la possibilité de convaincre ceux qui sont avec le régime pour pouvoir faire avancer le pays. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc on n'a plus les Abouibo, on n'a plus les Abdou Assouma. Je n'en vois plus. Malheureusement, je n'en vois plus. Des gens qui sont capables d'être des deux côtés, ok, dans l'opposition, et l'autre dans le pouvoir, ou bien la société civile, l'autre dans le pouvoir, discuter, arriver à trouver un point qui permette de faire avancer le Togo sur le plan de l'intérêt général et convaincre le pouvoir de réagir en ce sens et de faire avancer, je crois que malheureusement, il n'y en a plus. Bien, merci. Nous venons de passer avec vous 45-46 minutes. Il y a une tradition D12 qui permet également aux auditeurs qui nous écoutent de participer à l'émission. J'ai déjà quelques commentaires qui sont laissés, notamment sur les réseaux sociaux, mais les auditeurs qui nous écoutent sur la FM peuvent également nous appeler en direct, 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Boga Koudoyo était à la technique. Il me fait signe qu'on a déjà les tout premiers auditeurs. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, quel est votre nom? Vous êtes à l'antenne. Gérard. Gérard, allez-y. Oui, je salue l'invité. La fois que je l'entends, je me rappelle de notre enfant. Parce qu'on était dans un quartier, dans Ouais, vous avez un poste récepteur qui siffle. Oui. Vous l'avez constaté vous-même? Oui, Gérard, vous avez un poste récepteur que vous voudrez bien éloigner ou... Oui. Ok, allez-y. Donc, si bien que c'est quelque chose de très important ce matin, par exemple, lorsque vous essayez de faire des petites compétences, il y a une partie de l'opposition qui croit que vous avez la mangeoire. Dans ce pays, les gens croyaient avoir la chance un peu, c'est ce que font les business. Ils ne mettent pas la critique. Voilà où nous en sommes. Ils ont boycotté les élections. Ils croyaient qu'ils étaient finale au pouvoir. Mais au fur et à mesure qu'ils avaient boycotté les élections, ils remportaient plutôt le pouvoir. Maintenant, c'est vraiment remarqué. Il a parlé de l'inondation, tout ça là. Moi, je veux qu'il aille voir le président. Qui lui dit que pour ne pas lui donner les travaux publics à des personnes, il faut qu'il accepte le profit de ces personnes. Ce n'est pas seulement aux gens qui sont partout, mais il faut qu'ils voient dans le pays les gens qui peuvent faire le travail. Parce que à chaque fois, il faut donner le travail aux spécialistes. L'aménagement du territoire, il y en a assez, il y en a assez de gens dans ce pays qui peuvent faire le travail. Sinon, on fait les routes, elles rigolent. Moi, je me rappelle même pas de rigole, parce que quand vous allez à Accra et à Abidjan, bon, tu peux avoir 1,80 m qui paraît dans une rigole. Donc, ce qu'on fait là, il faut combattre le travail. Pour finir ma question, monsieur Débris, souvent, je ne comprends pas bien, est-ce que c'est comprendre? Mais souvent, je ne vous suis pas bien, voilà. Est-ce que vous êtes proche de l'ancienne USC, proche de l'AMC, proche du
cas ou bien de la société civile, bon, je ne sais pas essayer de nous Bien, bien, mais, allô, mais, Gérard, oui, vous avez eu 3 interventions, c'est bon, vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Gérard. Et à l'entame de l'émission, vous avez, oui, effectivement, parlé de critiques objectives qui ne prospèrent pas forcément au sein de la classe politique au Togo. C'est ce que l'auditeur est en train de relever. Il partage un peu ce que vous avez dit au début. Oui, oui. Ça aussi, c'est une plaie pour... C'est une véritable plaie. Bon, je me rappelle, hein, Pierrot, en 1997, j'ai sorti mon premier livre. Je crois qu'en temps, vous en avez lu une partie. Oui. Togo, la tragédie africaine. Ouais. Et là-dedans, je faisais l'analyse de toute la lutte que nous avions menée jusque-là et les lacunes de cette lutte, notamment les divisions, le fait que l'opposition togolaise, avec une partie de la société civile, se comporte comme un bataillon qui, au moment d'aller en guerre, se divise contre lui-même pour devenir des factions qui s'affrontent avant d'aller affronter ceux qui sont en face. J'ai parlé de tout ça et on m'a fait le reproche d'avoir parlé de nos lacunes. J'ai posé la question. Si dans une lutte que vous faites, dans un combat que vous menez, vous ne faites pas des analyses, vous ne faites pas l'autocritique, l'introspection et autres, comment allez-vous réussir si vous ne connaissez pas vos erreurs? Comment allez-vous développer des forces? Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y a des gens, comme il a dit, qui croient qu'ils ont la science infuse. Relativement à sa question de savoir de qui je suis proche. En réalité, je ne suis proche de personne. Il faut lui dire la vérité. Je n'ai jamais été proche de qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Mais vous êtes proche de vous-même. Non, je suis proche du Togo. Et je suis proche des Togolais. Mon problème, c'est l'intérêt général de ce pays, de mes concitoyens. C'est le bien-être des Togolais. Donc, quelle que soit la personne, quelle que soit l'amitié que j'ai pour la personne, si le comportement de la personne ne permet pas de donner le bien-être togolais, je lui porterai des critiques, mais de façon objective en lui faisant des propositions. Mais même si je suis opposé à quelqu'un et que la personne a posé un acte qui est favorable à l'intérêt général de ce peuple, de mon pays, j'applaudirai cette personne. C'est ma situation. S'il veut me définir, c'est comme ça qu'il doit me définir. Mais qu'il sache que je suis un leader d'opinion, je suis un dirigeant d'organisation de société civile. Je n'ai jamais été d'un parti politique, je n'ai jamais pris la carte d'un parti politique et je ne me considère pas comme un opposant politique, je me considère comme un proposant politique pour faire évoluer ce pays. Il a évoqué la question des inondations. Qui fait les travaux? La question de profil. Quand on donne trop les travaux à ses frères ou à ses amis, il constate que les résultats que nous avons ne doivent pas nous surprendre. Non, je pense que sur ce plan-là, à un moment donné, le gouvernement togolais a dû se rendre à l'évidence que donner les travaux à n'importe qui ne favorise pas ce pays. Et quand je vois certaines de nos routes qui sont faites aujourd'hui, j'ai remarqué que ce n'est plus donné aux mêmes personnes qui, par le passé, ont fait du n'importe quoi dans ce pays. On a essayé de changer. On a même fait venir des étrangers pour venir construire les routes parce qu'on voulait que ces routes soient... Donc il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution. Deuxième auditeur, après Gérard, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Basile, vous êtes à l'antenne. Basile, allez-y. Parlez un peu plus fort, Basile. Ah, d'accord. Comme l'Arabie a côté de que ça va je salue même. Je vous salue aussi, monsieur Basile. Ok. Bon, je l'ai apprécié, moi, je suis quelqu'un des années. Je suis un détracteur de la vie politique depuis les années 80-90. J'ai toujours apprécié jusqu'à ce que votre intervention à la CVGN vienne toujours tellement. Je ne sais pas si c'est vrai ce que vous avez dit là-bas, mais ce n'est pas ça le sujet aussi. Vous avez signifié réellement les problèmes de notre pays. La fois passée, j'écrivais quelque part que tout ce qui se passe là en 80-90, ça ne peut pas être possible. Que les gens veulent se rassembler quelque part à Breda ou bien les gens veulent faire
l'Union, ce n'est pas une marche. Qu'on refuse tout catégoriquement, moi je ne pense pas que ça sera possible dans les années 90. Parce que la conférence, ça devait être un problème de forum, conférence. Chaque fois que l'autre camp veut camper, le professeur Ginetti relance en conversation étroite avec les maîtres Algoïbor, maître Tony Gali ou maître Poutico, tout ça là. On relance et puis les Togolais rentrent dans la danse. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça a voulu marcher jusqu'à ce que les problèmes de parti charnière viennent capoter tout. Bon, est-ce que maintenant, aujourd'hui, eux qui sont là, si ce n'est pas pour venir me dire que nous, jamais on ne va plus boycotter une élection, eux, ils ne peuvent pas chercher les moyens que les anciens là ont fait pour quand même faire bouger un peu ce pays. Merci. Bien, merci Basile pour votre intervention. Un commentaire? Oui, je ne sais pas si Basile fait ce qu'il dit est vrai. Il faut que des gens trouvent des solutions pour faire bouger le pays. Mais encore faudrait-il que les gens dont il parle en aient envie. Il y a des gens qui aujourd'hui veulent trouver juste des solutions pour faire bouger leur ventre, leur sort, leur situation. Est-ce que ces gens pensent à mon oncle qui est au fin fond du village et qui a besoin que quelque chose change dans ce pays pour que lui aussi puisse en profiter, pour qu'il ait un minimum de bien-être? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que beaucoup de personnes aujourd'hui ne pensent qu'à eux-mêmes. Oui, mais en fait, est-ce que ce n'est pas aussi compréhensible dans une certaine mesure où, par exemple, en 90, on venait, par exemple, de découvrir les combats pour la démocratie en 90, même si ces combats ont commencé pour certains depuis les années 80, mais actuellement, les Togolais, un certain nombre d'acteurs sont dans cette lutte, ça fait 30 ans, ça fait 35 ans, ils ont tout perdu. Et certains veulent peut-être se rattraper, peut-être. Oui. Ou bien exister d'une certaine manière pour ne pas mourir. Votre analyse peut être vraie. Je fais partie de ceux qui ont commencé ce combat pour la démocratie, pour le bien, les droits de l'homme, pour l'état de droit dans les années 80. Déjà sur les bancs de l'université quand j'étais en train de faire Histo-Géo. Mais j'y suis toujours. J'y suis toujours. Et quel que soit ce que je fais, je le fais toujours avec la même idée qui est celle qui m'a gouverné dans les années 80-90. Je fais toujours avec la même philosophie que celle que j'avais au départ, c'est-à-dire que l'intérêt général prévale, que le bien-être des Togolais, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur position, quel que soit leur âge, que ce bien-être-là prévale. Et quand je m'adresse, comme je vous ai dit, à des dirigeants du pays de façon épistolaire, mais ils ne peuvent pas vous montrer un seul de mes courriers dans lequel je ne suis pas attaché à ça. Je reste sur ça. Et je n'attends pas que qui que ce soit vienne me donner quoi que ce soit. Et si on me propose de faire un travail pour ce pays, je ne le ferai que si cela peut donner un minimum de bien-être aux Togolais. Même en tant que balayeur de rue, il faut qu'on me donne un balai qui me permette de balayer les rues togolaises de façon à ce que, quand les Togolais passent, qu'ils se disent enfin, quelqu'un a bien balayé cette rue-là pour nous. C'est fondamental. Mais certains, aujourd'hui, excusez-moi, hein, ce n'est pas ça. Et beaucoup, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Merci. Voilà. Allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour, maître. Bonjour. Oui, c'est Pélé. Monsieur? Pélé, allez-y. Ok. Donc, maître, ma première préoccupation, je viens de parler comme père, on a chaque fois, quand un politicien donc du pays, du pouvoir, quand il est, on nous fait raconter que oui, il est très bon, il est très bon. Mais quand ils sont par le fait que on se sent qu'ils sont mauvais. Comment vous dire ça? Est-ce que c'est le système en place qui est plus bon? Quand ils sont là-bas, ils ne travaillent pas bien, et après, quand ils sont morts, comme dit que oui, ils sont intelligents, comment vous pouvez dire ça? C'est une autre préoccupation. Mais tout à l'heure,
tout ce que vous voulez nous dire, ça fait partie du passé. Il nous semble qu'aujourd'hui, 2023, c'est après 3 ans, 3 ans de la démocratie, et du Sénégal. Le Togo est le premier pays dans la sous-région qui n'a pas d'enquête nationale. Vous avez travaillé avec l'ADEMA, je vais dire, à la transition, et aujourd'hui, vous êtes avec son équipe. Comment vous pouvez nous dire que ça y a déjà dit lui, Bien, merci PD pour les deux préoccupations sur la première partie de la question. Oui, sur la première partie, ce n'est pas après la mort de Abdou Assouma que moi je dis ce que Abdou Assouma a fait. Hein. Je voudrais que ça soit clair entre M. Pelé et moi. Moi, j'ai toujours dit ce que M. Abdou Assouma a fait quand il était vivant. Et quand il servait à la Cour constitutionnelle, et qu'il servait sous le président Faure Gnassingbé. J'ai toujours dit ce qu'il a fait de bien. Et quand il a fait quelque chose de mauvais, j'ai aussi pu le tracer. Et aujourd'hui, je dis ce que j'ai toujours dit. Donc, ce n'est pas après sa mort que je trouve qu'il a posé... Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai dit qu'il y a eu des actes qui n'ont pas été appréciables. Hein. Tout ce qu'il a fait n'est pas bon, mais ce qu'il a fait de bon et que j'ai toujours considéré comme bon, je le dirai, je ne l'effacerai pas. Bon, la deuxième chose dit que... C'est la question de l'alternance. Oui, la question de l'alternance. Bon, d'abord, je veux lui faire comprendre que moi, je n'ai pas travaillé avec Eyadema. J'ai été dans un gouvernement de transition. Et Eyadema était un organe de transition à cette époque-là. Et je ne suis pas dans le gouvernement de Faure Gnassingbé, en tout cas, pas aujourd'hui. Mais... Ça peut venir, ça peut venir. Faure Gnassingbé... Non, mais est-ce que ça peut venir? En fait, ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est qu'il faut jamais dire jamais. Il faut faire attention. OK? Donc c'est possible. J'ai déjà eu l'occasion, j'ai dit non. Mais il ne faut jamais dire jamais. Si, et je vous l'ai dit tout à l'heure, si demain le président Faure Gnassingbé voudrait que je fasse quelque chose avec lui, il faut que ce quelque chose, comme les routes qui ont été faites à Palimé dont j'ai parlé tout à l'heure, ce quelque chose, que nous ayons les clés qui nous permettent de le faire de la meilleure manière possible. Donc vous ne fermez pas la porte. Balayeur de rue, je voudrais qu'on me donne les moyens de les balayer dans les meilleures conditions. Bon, cela étant, aujourd'hui, j'ai été ministre à 28 ans, je ne suis pas en train de faire une file pour devenir ministre. Ça ne m'intéresse pas. Bon, alors... Non, en fait, ça peut intéresser les Togolais. Vous avez été ministre, c'est vrai. À 28 ans. Oui. Cela peut supposer à votre âge, je ne sais pas combien vous avez aujourd'hui. 60. Vous avez 60 ans. Vous avez été ministre, donc... Le prochain strat, par exemple, bien, le prochain palier, c'est le poste de Premier ministre. Éventuellement, si on vous propose d'être Premier ministre, vous serez d'accord d'être Premier ministre. Vous allez me nommer? Non, puisque vous avez déjà été ministre, ou bien vous voulez être ministre d'État. Sur la question de l'alternance. Oui, sur la question de l'alternance. Le Togo est le dernier pays de la sous-région qui n'a pas encore connu d'alternance. Et effectivement, sur le plan... quand on parle d'alternance sur le plan de changement de figure au pouvoir, bon, l'ancien président de la République, Faure Gnassingbé, Gnassingbé Eyadema est décédé, et c'est son fils, qui est un autre membre du même parti, qui est au pouvoir. Mais nous y sommes toujours, nous avançons toujours. Il faut continuer de se battre pour que les conditions soient réunies, pour qu'il y ait aussi l'alternance en ce qui concerne les individus et l'alternance en ce qui concerne un parti au pouvoir. Le Togo ne l'a pas, c'est une réalité, on ne peut pas le nier. Mais est-ce que nous continuons toujours? Est-ce que nous sommes condamnés? Puisqu'il y a certains qui pensent que nous sommes condamnés. Je ne suis pas Dieu, je ne sais pas si Dieu nous a condamnés, mais c'est seulement que toute chose peut changer à un moment ou à un autre de la vie. Il y a cette question qui est sur les réseaux sociaux, la question de Claude de Bessouza. Il dit, si Maître Deguil, qui aime dire la vérité sans langue de bois, était président de la Cour constitutionnelle en face de ce régime, peut-il proclamer les vrais résultats? Si on me nomme à un poste, le devoir m'oblige à dire ce qui va dans l'intérêt de ce peuple et ce qui est la vérité. Si je vois que dans la vérité, c'est 10 pour X et 80, 10 pour Y, je ne renverserai pas les résultats. Je ne dirai pas le contraire.
si on n'est pas d'accord avec moi, on peut me faire quitter mon poste, mais on ne m'obligera pas à mentir. Je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas cette habitude. Je ne le ferai pas. Je ne ferai rien qui m'empêche de me regarder dans un miroir. Moi, je veux être moi-même. Et ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire pour pouvoir être moi-même, c'est que ma conviction doit être conforme à ce que je pense et à ce qui est la réalité. Donc vous voulez dire que vous êtes un peu plus courageux qu'un certain nombre de Togolais. Puis tantôt vous aviez dit qu'au Togo, ils ne sont pas très nombreux pour exister quand même, à aller parfois contre certaines choses qui sont établies. Pierrot, lorsque les gens qui me connaissent voient mon histoire, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Togolais qui ont pu se tenir devant Eyadema dans son bureau pour lui dire qu'on veut la démocratie et en cours de réunion, dire à Eyadema que, par exemple, si il ne donne pas l'amnistie à Gilchrist Olympio, il donne à tout le monde, notre mouvement ne cessera pas. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont pu dire ça. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont pu dire que le général Eyadema est de mauvaise foi. Et lorsqu'il les a appelés chez lui, non, Monsieur le Président, je ne vous ai pas injurié. J'ai dit que vous n'êtes pas de bonne foi parce que voilà. Il m'a dit, ok, allez-vous-en, mais je n'ai pas changé, c'est ma position. Donc on a compris, vous êtes courageux. Vous êtes un des courageux au Togo. Si ça s'appelle du courage, donc je suis courageux. Il y a la réaction de Romar Rickson, cette réaction est envoyée depuis l'Allemagne. Il dit, grand frère Jean Degli, vous nous aviez fait rêver dans les années 90. Que pouvons-nous apprendre de vos erreurs pour réussir la démocratisation de la terre de nos aïeux? Oui, il peut beaucoup apprendre de nos erreurs. Et j'ai largement écrit sur nos erreurs dans mon premier livre de 97 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'une de nos grandes erreurs, l'une des grandes erreurs de l'opposition togolaise, en tout cas de ceux qui se battaient pour que ce pays change, c'est la tentation d'être divisé tout le temps. De penser que c'est moi ou rien. Si ce n'est pas moi, donc c'est le chaos. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'être capable de facilement brader sa conviction pour aller chercher des espèces sonnantes et trébuchantes. Ce sont des erreurs graves, ce sont des fautes graves, des choses que nous devons corriger. Une conviction, ça ne se vend pas. On ne la brade pas. Quel que soit ce qu'on vous donne, quel que soit l'endroit où on vous met, votre conviction, elle doit être la même. Si les gens ne sont pas d'accord avec vous, mais vous vous éclipsez, vous quittez, vous jetez le tablier. Mais vous n'allez pas occuper les devants pour juste aller chercher vos intérêts personnels. Il y a la question de Akoté Kanko. Il dit, qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce désengagement de la jeunesse, la chose politique par rapport à l'époque de Maître Jean Degli? Oui, la jeunesse n'a pas trouvé de résultat dans ce que les anciens ont fait jusqu'à présent. Elle a l'impression que malgré tout ce qui est fait, il n'y a que de la gesticulation, il n'y a que des paroles en l'air et que le Togo reste globalement toujours sur place. Et c'est ça qui décourage beaucoup de jeunes. De deux, aujourd'hui nous sommes dans une société où tous les jeunes, contrairement à ce que nous avions eu, à notre éducation, à la morale qu'on nous a inculquée, beaucoup de jeunes pensent rapidement devenir riches, mais devenir riches sans faire beaucoup d'efforts. Et dans ces conditions, ce qu'on est, prêt à faire, c'est ok, bon, on va aller être les bénis oui, et lécher les bottes de quelqu'un, on va aller soutenir, sans même savoir quelquefois, quel est le programme de X ou de Y. Moi, je peux soutenir quelqu'un qui vient de RPT Unir dans une élection. Si je vois un programme que la personne a écrit et que c'est un programme qui va dans l'intérêt général des populations en question. De la même manière, je peux soutenir quelqu'un de l'opposition. Mais je ne soutiendrai pas quelqu'un dont j'ai l'impression que tout son problème, c'est de sortir de là avec les poches pleines. Je n'en soutiendrai pas. Allô? Oui, bonjour. S'il vous plaît, c'est le nom? Non, c'est Basile. J'ai dit que je suis revenu. C'est Basile. Ok, allez-y. J'ai dit avec l'église de l'Union Santé, on est en 2017 par là et on nommait M. Fou. Et c'était affaire à sa famille, les gens jubilaient, tout ça là. Je leur ai dit que non, mais vous,
vous n'avez rien compris. Est-ce que quelqu'un peut pourrir dans la chambre? Monsieur Humbo a beau être ce que vous pensez, il ne fera rien dans le gouvernement dont vous parlez. Et même s'il est, Kéro disait qu'il peut être mobilisé faire quelque chose, non. Même s'il est quelque chose qui dépasse le ministre, il ne fera rien dans le gouvernement là. Parce qu'il y a les lois qui sont précises là-bas, il ne fera rien. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, eux, il est encore là. Je l'ai vu depuis le temps là. Il s'est vraiment investi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Parce que ceux qui sont là devant la vie aujourd'hui, si ce n'est pas pour dire que nous on ne va plus boycotter, nous on ne va plus. Mais vous ne voulez plus boycotter pour quelle élection? De quelle élection vous parlez? C'est ça. On est vraiment désemparés, on ne sait pas tout. Moi, ce pays est fait actuellement. Bien, mais merci, c'est noté. Notre invité va réagir à votre préoccupation. Quand on parlait de gouvernement éventuel, on était dans la fiction aussi, et Maître Degli devenait Premier ministre, il est remonté un peu à l'époque de Humbo, que Humbo était passé, il n'a pu rien faire. Que si vous y allez, vous ne ferez rien. En réalité, c'est ce qu'il dit. Bon, je ne sais pas si Humbo n'a rien fait. En fait, c'est ce qu'il a dit. Oui, je n'étais pas là quand Humbo était Premier ministre, mais je ne crois pas que Humbo n'a rien fait. Je crois peut-être qu'il Est-ce que les attentes au niveau... qu'il n'a pas eu les mains libres pour faire tout ce qu'il aurait pu faire, mais je crois qu'il a pu faire. Les attentes étaient nombreuses à cette époque. Oui, absolument. Je crois que Humbo a pu faire quelque chose. Je ne crois pas que Humbo n'a rien fait. Je ne crois pas ça. Bon, maintenant, à chacun sa façon de... Et son destin. La chose, voilà. À son étoile. Voilà. Et puis ça dépend de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez imprimer. Moi, on a dit que non, que dans le gouvernement, les gens ne peuvent rien faire, ceci, cela. Je suis en train de voir un certain nombre de personnes au gouvernement actuellement, dont le jeune Kokoroko. Et je n'ai pas l'impression que ce monsieur, qu'on l'empêche de faire ce qu'il peut faire pour le bien de l'éducation au Togo. Il a été nommé par le chef de l'État à l'université de Lomé. Je suis parti plusieurs fois à l'université, j'ai vu ce que Kokoroko a fait. Kokoroko est nommé ministre aujourd'hui de l'enseignement secondaire. Je vois beaucoup de choses sur ce que Kokoroko est en train de faire. Je crois que si des gens ont des bonnes idées et ont envie de faire avancer ce pays, je ne suis pas sûr que le chef de l'État va les en empêcher. Et j'ai même d'autres exemples, des gens qui sont à d'autres postes, qui ont réussi à faire bouger les lignes. L'essentiel, c'est que vous puissiez convaincre le chef de l'État, qui est, il faut le dire, hein, il y a des gens autour là qui ne veulent pas que ça bouge, qui ne veulent pas que ça avance, mais si vous arrivez à convaincre le chef de l'État que ça là, ça va dans l'intérêt de nos peuples, dans le bien-être, que c'est pour le bien-être de notre peuple, et qu'il est convaincu, je crois que le verrou tombera et vous pourrez faire avancer quelque chose. C'est ce que je crois. La deuxième partie de sa question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Parce qu'il dit que, en situant ce qu'il dit, la lutte au niveau de l'opposition, que cette lutte... Qu'il sache que moi, je ne suis pas dans une dynamique d'élection. Je ne vais pas aux élections. Donc, que des gens veuillent aller aux élections ou ne veuillent pas y aller, s'ils ne veulent pas aller, je peux leur dire, écoutez, si vous ne voulez pas aller aux élections, vous créez des conditions qui vont donner ceci, cela demain à travers des analyses. Si vous allez aux élections, bon, il faut vous attendre à ceci, cela, il faut vous organiser. Et cette discussion-là, je l'ai avec un certain nombre de leaders de l'opposition souvent. Je leur donne ma position, je leur donne mes analyses, je leur fais mes analyses sur l'évolution du pays et sur la nécessité de faire ceci plutôt que telle autre chose. De l'autre côté, et c'est ce que je fais, et que lui, il ne peut pas savoir, c'est comme je vous ai dit, lorsque je vois quelque chose qui ne marche pas, je m'adresse à qui de droit. Je m'adresse à qui de droit au niveau de la gouvernance de nos pays. Et souvent, j'obtiens des résultats. Bien. Ça, par contre, ce n'est pas quelque chose que je vais venir étaler sur la place publique. C'est noté. Allô? Bonjour. Bonjour. Bozambo, comment vous allez? Vous? Qui va bien? Bonjour. Bozambo, allez-y. On vous écoute. Mon premier proposition, c'est les vols des motos partout au Togo. Il n'y a pas d'emploi comme ça. Mais les gens achètent, vendent leur terrain pour acheter des motos dans 3 jours. Les voleurs viennent pour les motos.
mais ils ont assuré la moto. Et l'assurance militaire, c'est bien. Mais l'État garde l'assurance toujours pour scroquer les gens. Au lieu de supprimer l'assurance et mettre des GPR sur les motos, si les motos sont partis derrière, on peut localiser pour trouver l'État à l'église. Si vous avez tenté de faire la nationalité pour vous, c'est difficile à avoir la nationalité. Pourquoi les deux choses? Ma troisième question, les Togolais s'occupent de la frontière. On utilise des situations de bien des personnes. Mais si tu peux traverser la frontière pour aller à Paris, c'est difficile. Mais si tu traverses Alors, on l'a perdu, Bozambo, la question de la frontière, on l'a noté. Il faut rappeler aussi que la CEDEAO a célébré récemment son anniversaire. C'était le 28 mai dernier. Sur la question de la frontière, la libre circulation des personnes et des biens, c'est une question qui revient chaque instant. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience ces derniers temps en voulant franchir la frontière. C'est toujours difficile. C'est à cause de ça que je ne suis plus allé au Ghana depuis un certain temps. J'ai ma nièce qui a été dotée dernièrement en février. Je n'ai pas pu aller au Ghana. C'est devenu extrêmement difficile. Je crois qu'à un moment donné, nous avons soulevé ce problème. Et le chef de l'État, au moment où le Togo a pris la présidence de la CEDEAO, le président de la République, Faure Gnassingbé, était même allé sur la frontière et avait parlé de ce problème-là. Et je crois qu'il l'a porté au niveau des chefs d'État pour que la CEDEAO devienne une CEDEAO des populations. Mais notre CEDEAO demeure la CEDEAO des simples chefs d'État, des membres de gouvernement, des représentants de pouvoir public, et la CEDEAO n'intègre pas les citoyens. J'ai traversé un certain nombre de fois la frontière du Togo-Bénin, j'ai vu le nombre de fois, j'ai vu la manière dont on traitait les citoyens et comment on racolait les citoyens, comment on leur prenait de l'argent. J'ai trouvé ça dommage. Il faut que nous évoluions. La CEDEAO ne peut pas rester dans les bureaux. Elle doit s'étendre dans le pays et être une CEDEAO des populations. Ça c'est le chapelet qui est rappelé tout le temps, que ce soit à Cotonou, à Dakar, tout le monde dit la même chose, qu'il faudrait qu'on passe de la CEDEAO des chefs d'État vers la CEDEAO des populations. Mais malheureusement, la question c'est de savoir qui va permettre ça, parce que c'est têtu cette question qui revient. Vous savez, c'est là le problème. C'est-à-dire, nous étions pratiquement un seul et même peuple pendant des siècles. Les Occidentaux sont venus nous diviser et nous nous sommes ressentis plus dans ce que les Occidentaux ont fait que dans ce que nous étions avant. Nous avons oublié, par exemple, que le Togo, le Ghana, le Bénin, c'est pratiquement le même peuple et qu'il n'y avait aucun problème. Maintenant qu'on est venu nous mettre dans cette situation de balkanisation, dans de petites frontières, chacun d'entre nous est devenu tellement égoïste qu'il ne veut pas permettre que l'autre aille chez lui. Et c'est dommage. Mais ça, c'est un travail qui doit être fait sur la mentalité de nos gouvernants, sur la mentalité des jeunes qui vont gouverner nos pays demain, sur la mentalité des Africains. Nous parlons tout le temps de panafricanisme. Panafricanisme, quand je ne peux pas quitter Lomé pour aller facilement à Accra, comment est-ce que nous ferons le panafricanisme? Nous parlons de la ZLECAf aujourd'hui. La ZLECAf, marché, libre-échange et tout ça, comment est-ce que nous le ferons si nous ne sommes pas capables de quitter Lomé facilement pour aller à Cotonou? Je crois qu'on est dans une situation où on a de belles pensées, mais où il n'y a pas véritablement d'action. La deuxième partie de la question, c'est sur la question de la nationalité. C'est vrai que pour établir sa pièce de nationalité, c'est pas facile. Hein. À un moment donné, j'avais l'impression que on avait essayé de faciliter les choses, parce que je me rappelle, je ne sais plus si c'est en 2012 ou en 2013, nous avons, saisi le président de la République pour que les jeunes, avant le bac, qu'on puisse s'assurer qu'ils ont des actes de naissance en bonne et due forme et des certificats de nationalité en bonne et due forme. Et je me rappelle à l'époque, le chef de l'État avait envoyé sur toute l'étendue du territoire une délégation. Des gens ont expliqué des choses, ont expliqué même dans les lycées et collèges. Et puis, il y a eu des structures qui ont été mises en place, en tout cas, pour permettre. Et comme je scolarise des enfants, je me rappelle, à l'époque, j'avais eu des nationalités avec une rapidité extraordinaire pour beaucoup de jeunes lycéens qui étaient sous ma responsabilité. Bon, aujourd'hui, véritablement, je ne sais pas comment les choses ont évolué, mais si tant est qu'il est devenu plus difficile d'obtenir la nationalité, il faut faire quelque chose.
Ça, c'est le droit le plus élémentaire. Acte de naissance, nationalité, c'est les droits les plus élémentaires des citoyens. Il faut faire quelque chose. Et comme il le dit, je crois que dans notre approche par rapport aux autorités, nous allons relever cette situation, mais aller d'abord vérifier les difficultés et puis essayer de voir comment on peut essayer de les juguler. Il y a cette question de Waris depuis Zaou. Il dit comment peut-on comprendre que l'État et le gouvernement n'ont pas communiqué officiellement sur le décès d'Aboudou Assouma et d'autres personnalités qui ont elles aussi servi à des postes de responsabilité dans notre pays. Cite Chakondi Diaba, Fambarena Tchaba et d'autres. Je ne sais pas si l'État n'a pas communiqué, mais en fait, sur cette question, je crois avoir lu depuis quelques jours sur les réseaux que oui, certains Togolais se préoccupaient de ça. Oui, je ne sais pas si l'État n'a pas communiqué du tout. Moi, je sais que Abdou Assouma est décédé. Je ne suis plus parti chercher ailleurs pour confirmer l'information. J'ai eu l'information de sources très proches de l'homme. Donc, franchement, je ne sais pas ce que l'État a fait. Mais si rien n'a été fait, c'est pas bon. C'est quand même de grandes figures de la politique togolaise, de la vie nationale. Il est indispensable que quand ces gens meurent, on puisse communiquer là-dessus. On sait quand même que demain, il doit y avoir un hommage ou une cérémonie d'hommage officielle à Lomé. Vous y serez? Je n'y ai pas été invité, donc je ne peux pas m'improviser et inviter à cette cérémonie. En tout état de cause, je souhaite que la cérémonie soit belle et que Abdou Assouma soit conduit dans les meilleures conditions à sa dernière demeure et surtout que Dieu ait son âme. Il y a la question de Jérôme Bakouaya. Jérôme Bakouaya, lui s'est intéressé un peu à la presse. Il a fait allusion à un certain nombre de dispositions qui sont prises au niveau de l'Assemblée nationale. Il dit que c'est pour empêcher le travail des journalistes. Il donne le cas de Ferdinand Haïté, de Isidore Kouonou. Et puis il dit, ne trouvez-vous pas que la justice togolaise est traditionnellement utilisée contre la presse critique au Togo? Ça a été toujours le cas. Les lois qui sont d'un certain niveau, on a essayé à un moment donné de faire en sorte que la presse soit, les délits de presse soient dépénalisés, qu'on évite de conduire les journalistes devant les tribunaux et de les mettre en prison. Et puis, de ce que de l'autre côté, les gens disent, c'est que des gens en ont profité, en ont abusé. Ça aussi, c'est fondamental d'éviter ça. C'est-à-dire, la liberté ne doit pas permettre de franchir les frontières qui nuisent aux autres. Nous nous sommes battus pour la liberté de presse. Et je me rappelle, j'étais vice-président de l'association togolaise pour la liberté de presse en 91, dont Aga Gabriel, qui avait créé le Forum Hebdo à l'époque, était le président. Nous nous sommes battus. On a eu la liberté de presse. Mais est-ce que l'éducation nécessaire a accompagné? Et ça aussi, c'est un des problèmes de notre pays. Depuis les années 90, quand nous nous sommes battus et qu'on a voulu changer, sortir du parti unique pour aller vers un système multipartite, un système de démocratie, un système d'état de droit, on n'a jamais inscrit dans les programmes politiques des différents gouvernements l'éducation de ce peuple. Une éducation à laquelle doivent participer et le gouvernement, et les partis politiques, et la société civile, sur les droits et les devoirs. On n'a jamais fait cela, et ça fait que chacun se permet de créer lui-même ses droits et ses devoirs, et ça va un peu dans l'anarchie. Une intervention, celle de Ben Boritoski, dit « Maître, bonjour, j'ai suivi votre analyse jusqu'à présent et j'ai une question à vous poser, étant donné que vous avez participé activement en négociation avec Yadema, pourquoi vous ne pouvez pas discuter avec vos amis pour trouver un terrain d'entente pour faire bouger le pays ?» Voilà la question telle que c'est libellé. Oui, mais j'ai plusieurs fois essayé de discuter avec des amis, comme je disais tout à l'heure. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. J'ai essayé de discuter, mais à chaque fois, j'ai trouvé que des gens considéraient que j'allais prendre leur place. C'était une mentalité assez bizarre. Moi, je me suis battu pour ce pays. Et je peux dire humblement que j'ai été le plus loin possible dans ma lutte pour le Togo. Puisque je suis l'une des rares personnes
à avoir même pris des armes de guerre pour lutter pour le Togo. Mais quand vous venez discuter avec des gens qui pensent que vous êtes revenus, vous voulez prendre leur place, alors que vous n'avez pas un parti politique, vous ne demandez pas un poste politique, vous ne voulez pas aller à une élection, vous leur dites seulement, je viens pour qu'on discute pour que l'intérêt général et le bien-être du Togolais soit garanti. Ces gens disent que non, 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 et ils ne veulent pas de vous, ils font de vous, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne peux pas obliger les gens à discuter avec moi, à trouver des solutions ou à accepter les solutions que je propose. Il y a la question de Paul Diamati depuis la Belgique. Il dit que devient maître Jean Degli, tout court. Maître Jean Degli est toujours là. Il fait son travail, il est avocat, et puis, au niveau de son mouvement Bâtir le Togo, il continue avec les autres membres de ce mouvement de travailler, mais de travailler peut-être autrement, de ne plus être tout le temps sur les ondes, mais d'essayer de faire avancer les choses pour le bien-être et l'intérêt général, pas d'autre chose. Dans 5 minutes, on va se séparer, mais une pensée pour les amis du Sénégal, et le Sénégal qui connaît des heures difficiles. Est-ce que vous avez été surpris par ce qui se passe là-bas? Non, c'était la même chose en 2011-2012, hein, avec Macky Sall. Quand Macky Sall s'opposait à Abdoulaye Wade, c'était la même chose, c'était la même situation. Macky Sall appelait les gens dans la rue, il disait que le peuple va être dans la rue jusqu'à ce que la monarchisation du pouvoir cesse. Quand il y a eu les élections en 2012, c'était la même chose, jusqu'à ce que Abdoulaye Wade déclare et reconnaisse sa défaite, ça a été la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons la réplique de ce qui s'est passé à cette époque-là. Macky Sall appelait le peuple sénégalais dans la rue jusqu'à ce que Abdoulaye Wade tombe. Aujourd'hui, c'est Sonko qui appelle que le peuple soit dans la rue jusqu'à ce qu'il tombe. Et c'est toujours malheureusement à propos de cette histoire de troisième mandat. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage pour l'Afrique. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Puisque on sait, la CEDEAO avait été cité maintes fois comme un exemple de démocratie, puisque presque tous les pays en dehors de la Gambie et du Togo à une certaine époque n'avaient pas de limitation du mandat, et tout le monde citait à l'exemple cette sous-région-là. Et patatras, finalement, c'est un peu comme si on est revenu, pour ne pas citer un grand quelqu'un, sans en arrière. Je suis d'autant plus surpris que Macky Sall, quand même, quand il était arrivé au pouvoir, il était arrivé au pouvoir dans un mandat de 7 ans. Il a fait la réforme constitutionnelle, la révision de la Constitution pour limiter le mandat à 2, et il s'est imposé à lui-même 5 ans au lieu de faire les 7 ans. Que ce monsieur soit aujourd'hui dans... Les gens avaient applaudi à cette époque. Mais absolument, j'ai applaudi. J'ai applaudi. Et que la même personne soit aujourd'hui dans une situation où on a l'impression qu'il veut faire exactement ce que son prédécesseur, qu'il a contesté, avait voulu faire. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui exactement existe dans le pouvoir et qui fait que lorsqu'on l'a exercé, on ne peut plus le quitter. C'est dommage. Et de l'autre côté, Mohamed Bouhari vient de quitter le pouvoir. Il n'en est pas mort pour autant. Mais il a fait 2 mandats, il a quitté. Oui, c'est justement ça. Et ce géant-là, le Nigeria. Le Nigeria, qui, d'une certaine manière, donne une certaine leçon là, et un certain nombre de pays, cette leçon, visiblement, a du mal à prendre. C'est dommage. C'est dommage. En fait, je crois que, d'abord et avant tout, il faut savoir si nous aimons nos pays, ou bien si nous nous aimons nous-mêmes à travers ce que nous pouvons tirer de nos pays. Quand on aime son pays, quand on veut l'avancée de son pays, quand on veut le bien-être de ses concitoyens, je crois qu'il y a des concessions qu'on doit pouvoir faire. Et l'une de ces concessions, c'est de pouvoir quitter, c'est d'accepter de quitter le pouvoir lorsque le moment est venu. Il y a des images, par exemple, de l'ancien président Obasanjo qui circulent sur les réseaux sociaux. Très souvent, on le voit visiblement épanoui après le pouvoir. Grand fermier qui exporte, qui fait poulet, porc, tout ça. Mais il y a une vie après le pouvoir. Il doit y avoir une vie après le pouvoir, puisqu'il y avait une vie avant le pouvoir. Alors franchement, je dis toujours, je ne comprends pas. Les gens me disent, ah non, si tu étais là, je ne crois pas, je ne ferai pas. Si j'avais été là, je ne ferai pas. Je suis persuadé que ça, je ne ferai pas. Il nous reste quelques secondes pour la fin de cette émission. Nous allons la consacrer à la conclusion, maître. Nous avons suffisamment parlé, nous avons longuement parlé de
du magistrat Abdou Asman. Je vous demandais tantôt si vous serez à la cérémonie de demain. Si entre-temps vous avez eu une invitation, vous y serez sans doute. Si j'ai eu une invitation, j'y serai. Ce sont des gens avec qui nous avons cheminé à une époque donnée, en tant que magistrat, lui, moi en tant qu'avocat, ensuite, comme j'ai dit, dans le processus démocratique, et puis au-delà de cela, il a été ce qu'il a été, avec le positif et le négatif. S'il faut rendre hommage à l'homme qui est en train de partir aujourd'hui, qui nous a quittés, je serai présent, il n'y a pas de problème. Mais on n'en est pas là. Ce que je voudrais dire, c'est que Assoumana est décédé, il est parti, et on ne le fera pas revenir. Je voudrais que de sa vie, que des Togolais prennent l'exemple de ce qu'à un moment donné, des gens qui sont au pouvoir et des gens qui n'y sont pas peuvent collaborer pour faire avancer les choses. La deuxième chose à laquelle je m'attache sérieusement, c'est que le gouvernement essaye de voir cette histoire d'inondation récurrente sur Lomé et qu'on trouve de nouvelles solutions pour faire encore donner encore du répit à cette population pendant un certain temps, pour que certains Togolais ne soient pas dans la misère. Maître Jean Yaovi Degli, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Bâti le Togo. Cette émission, elle s'achève. Elle a été mise en onde par Vincent Boga Koudeyor. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.